Bonjour et bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document technique assez dense qui décrit les caractéristiques physico-chimiques de la matière. L'idée, c'est d'en extraire un peu l'essentiel sur des concepts clés comme les états de la matière ou le pH, pour mieux comprendre tout ça. Exactement. On va regarder comment la matière existe sous différentes formes, vous savez, solide, liquide, gaz, et comment elle passe d'une forme à l'autre. Et puis, on va s'attaquer à cette fameuse échelle de pH, qui nous dit si une solution aqueuse est acide ou basique. On va voir que même dans un simple verre d'eau, il se passe plein de choses chimiquement. Parfait. Alors, commençons par les bases, les différents visages de la matière, comme vous disiez. Le document y fait une distinction dès le départ avec les corps purs. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Alors oui, un corps pur. L'essentiel, c'est que c'est fait d'une seule substance chimique. Ça peut être un élément, comme le cuivre, juste des atomes de cuivre, ou alors une molécule, comme l'eau, H2O, ou même le dioxygène, O2. C'est ça un corps pur. Et ces corps purs, ils peuvent exister principalement sous trois étangs. Le solide, forme et volume fixe, c'est très ordonné. Le liquide, volume fixe mais ça prend la forme du récipient, c'est déjà plus désordonné. Et puis le gaz, ni forme ni volume propre, ça occupe tout l'espace, c'est très très dispersé et désordonné. D'accord. Et les changements entre ces états, bon, on les connaît un peu. Fusion, solidification, l'eau qui bout, c'est la vaporisation. Mais il y a un point qui m'a intrigué dans le document, le point triple. Ça sonne un peu spécial. Ah oui, oui, le point triple de l'eau, c'est fascinant. C'est un état très très particulier. Imaginez un point unique, une combinaison très précise de température et de pression où l'eau existe en même temps sous ces trois formes. Les trois en même temps? Ouais, Solide, liquide et gaz. exactement, glace, eau liquide et vapeur d'eau. Tout ça en équilibre, au même endroit, au même moment. Difficile à imaginer dans la vie de tous les jours, ça. Ah oui, tout à fait. Pour l'eau, ce point triple, il est à 0,01 degré Celsius, donc très proche de zéro, mais pas tout à fait, et surtout à une pression très très basse, environ 0,006 atmosphères. C'est bien loin de nos conditions habituelles, 0 degré et une atmosphère pour la glace qui fond. Donc on peut, en théorie, faire bouillir et geler de l'eau euh, simultanément. C'est l'idée, oui. Dans ces conditions très spécifiques. Les diagrammes de phase, d'ailleurs, ça sert à ça. Ce sont des cartes qui montrent dans quelle zone de pression et de température on trouve le solide, le liquide ou le gaz. Fascinant cet équilibre. Bon, passons maintenant à un autre gros morceau, le pH des solutions aqueuses. Qu'est-ce qui fait qu'une solution est acide ou basique au fond? Alors, ça commence avec l'eau elle-même, l'eau pure, H2O. Ces molécules, elles interagissent constamment. En fait, une molécule d'eau peut donner un proton, un ion H+, à une autre molécule d'eau. C'est un peu comme un échange. Et on se retrouve avec deux ions. L'ion hydronium, H3O+, qui est porteur de l'acidité, et l'ion hydroxyde, OH-, qui lui est porteur de la basicité. C'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. 2H2O qui donne H3O+, et OH-. Et bien sûr, la réaction inverse existe aussi, c'est un équilibre. Une sorte de chimie interne constante dans l'eau, quoi. Et le pH, il vient mesurer cet équilibre. C'est exactement ça. Le pH, potentiel hydrogène, c'est une mesure de la concentration des ions H3O+. La formule, c'est pH égale moins logarithme de la concentration en H3O+. C'est une échelle qui va typiquement de 0 à 14. À pH 7, on a une solution neutre, comme l'eau pure, où il y a autant de H3O+, que de OH-. En dessous de 7, la solution est acide, ça veut dire qu'il y a plus de H3O+. Au-dessus de 7, elle est basique ou alcaline, il y a moins de H3O+, donc plus de OH-. D'accord. Et le document insiste sur le fait que l'échelle est logarithmique. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est important ça, non? Ah oui, c'est crucial. Logarithmique, ça veut dire que chaque unité de pH représente un facteur 10 dans l'acidité. Donc une solution de pH 3 n'est pas juste un peu plus acide qu'une de pH 4, elle est 10 fois plus acide. 10 fois. D'accord. Et une solution de pH 3 est 100 fois plus acide qu'une solution de pH 5. Ah oui, d'accord. Ça change tout. Exactement. C'est pour ça qu'une petite variation de pH, par exemple dans l'environnement ou dans notre corps, peut avoir des conséquences énormes. Compris.
Et en pratique, comment on mesure ce pH? Et question sécurité. Alors, pour une mesure rapide, un peu indicative, on a le papier pH. On trempe, ça change de couleur, on compare à une échelle. Simple. Pour plus de précision, là, il faut un pH mètre. C'est un appareil électronique avec une électrode. Il mesure une différence de potentiel, mais il faut l'étalonner régulièrement pour qu'il soit fiable. Et la sécurité, oui, très important. Les solutions avec un pH très bas, donc très acide, ou un pH très élevé, très basique, sont dangereuses. Elles sont corrosives, donc il faut absolument des équipements de protection. Lunettes, gants. Et bien sûr, connaître les pictogrammes des dangers sur les flacons. Juste un petit mot pour lier tout ça. La présence de ces ions, H3O+, OH-, mais aussi d'autres ions, s'il y en a, c'est ça qui permet à une solution de conduire l'électricité. C'est la conductivité. Et une autre notion liée parfois, c'est que si une solution est colorée, on peut mesurer sa concentration en regardant comment elle absorbe la lumière. Ça, c'est la loi de Beer-Lambert. Voilà un aperçu. Dense, mais je trouve ça très éclairant. Des états de la matière, ce point triple un peu fou, à l'échelle de pH qui régit l'acidité, ce sont des concepts fondamentaux, mais avec des implications très concrètes partout. Tout à fait. Ces caractéristiques physico-chimiques, que ce soit l'arrangement des molécules ou ces concentrations d'ions parfois infimes, elles déterminent vraiment les propriétés du monde qui nous entoure, que ce soit en cuisine, en cosmétique, dans l'industrie, partout. Et ça invite à réfléchir, je trouve, comment est-ce que ces propriétés au niveau microscopique qu'on vient d'évoquer influencent les phénomènes qu'on observe, nous, à notre échelle, au quotidien. C'est une excellente question pour continuer l'exploration. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.